Salut tout le monde, bienvenue à cette émission spéciale du podcast Le Combo spécial Planète Foot Euro Copa América. C'est un énorme été, énorme mois de juin, mois de juillet qui s'en vient. Et pour ceux d'entre vous qui écoutez le podcast en format vidéo sur la page YouTube de Mise au jeu, vous reconnaissez avec moi aujourd'hui Sid Fauveau du Cannes Football Club, analyse des matchs du CF Montréal sur les ondes de BPM Sport également. Sid, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien, Max. Merci beaucoup de l'invitation. Et ça fait plaisir. Merci à toi d'être là. Donc, c'est des mois aujourd'hui. Allons regarder en détail les confrontations huitièmes de finale à l'Euro. On va parler de la Copa América. Est-ce que le Canada va réussir à se qualifier pour la phase éliminatoire? Le Canada qui a battu le Pérou dans un match difficile. Lui reste son affrontement contre le Chili où tout va être en jeu. Juste avant de débuter, y aller sur les différents sujets. Simplement vous rappeler, si ce n'est pas fait encore, de vous abonner à la chaîne YouTube de Mise au jeu. Aidez-nous à faire croître l'émission. On vous l'a déjà annoncé, Gonzo et moi. L'émission sera de retour à l'automne. Et qui sait, plus vous allez écouter, peut-être plus on va pouvoir peut-être faire venir Sid plus souvent. Tiens, pourquoi pas? On le veut! On veut faire venir Sid plus souvent. On est également disponible en format audio, bien sûr, sur toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion, Spotify, Apple Podcasts, nommez-les. Et sur ces plateformes-là aussi, cliquez sur abonnement pour recevoir des notifications de publication de contenu. Allez donner 5 étoiles également, mettez des pouces, tout ça, pour aider à faire croître le podcast. Et sans plus tarder maintenant, on y va dans le vif du sujet. Je vous le disais, donc on est rendu au huitième de finale à cet Euro 2024. Sid, j'ai envie de te demander en partant, là, comment as-tu trouvé ta phase de groupe à cet Euro? Très inégal, je te dirais. Il y a des matchs où tu es vraiment sur le bout de ton siège. Ça va à 1000 à l'heure. Les équipes se rendent coup pour coup. Et après, tu as ce qui me dérange un petit peu parfois dans le football européen, beaucoup de calculs. Des matchs où c'est vraiment un jeu d'échecs et toutes les équipes prennent leur temps à mettre en place leurs attaques, ne veulent pas perdre absolument. Et limite, je dirais qu'elles veulent plus ne pas perdre que gagner. Donc, on oscille entre le très bon et le moins bon. Mais globalement, c'est un super spectacle qu'on a assisté parce qu'il y a les tribunes, parce qu'il y a de l'enjeu, parce que c'est tous les 4 ans. Donc, je me plains pas. Mais j'espère que durant cette deuxième phase de match, on va voir beaucoup d'un football beaucoup plus vers l'avant, vers l'offensive et moins craintif. Je pense que ce que j'ai le plus aimé, tu as parlé des tribunes, là, toutes les vidéos qui ont circulé partout sur le web des différents partisans, ça a été le fun à voir pendant cette compétition. Tu as parlé de vers l'avant et tout ça. Moi, les deux équipes, j'ai hâte de t'entendre là-dessus, qui m'ont le plus impressionné, ce sont l'Allemagne et l'Espagne. Et coup du hasard, on risque potentiellement de s'affronter en quart de finale entre espagnol et allemand. Et ça, pour moi, c'est la chose que je vais attendre avec. Honnêtement, avant qu'on voit là, comment le tableau allait, à quoi ça allait ressembler, moi, je voyais ça comme une potentielle finale. Et là, on va peut-être s'affronter en quart de finale entre les Espagnols et les Allemands. Pour moi, ça n'a aucun sens. Ce sont les deux équipes qui m'ont le plus impressionné jusqu'ici. Mais on verra le tableau ensemble et ce sera assez fascinant de voir à quel point il est débalancé Ah, fou. parce qu'il y a eu certaines surprises durant la phase de groupe ou certaines équipes que tu attends premières et donc à ce moment-ci, parce qu'il y a un certain équilibre dans le tableau pour répartir les premiers de chaque groupe, ben, tu ne retrouves pas cet équilibre-là et tu as plusieurs finales avant l'heure. Même s'il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit, parce que certaines équipes peuvent se faire surprendre durant la phase des huitièmes. On se souvient tous d'un Angleterre-Islande en 2016 qui avait choqué le monde. Donc, il est vrai que cet euro-là va nous réserver des gros quarts de finale si les choses se passent bien pour les favoris, parce qu'ils sont quasiment tous dans le même tableau, dont l'Allemagne et l'Espagne, qui sont sûrement les deux équipes qui ont fait la meilleure impression durant cette phase de groupe. On a vraiment une grande maîtrise espagnole avec 9 points, l'Allemagne avec le nombre de buts inscrits durant les 3 premiers matchs. C'est vrai que tu as là deux équipes qui ont fait forte impression. Est-ce que parmi les heavyweights, parmi les poids lourds, il y a quelques équipes qui ont un peu déçu? Moi, l'Angleterre, je m'attendais à plus. Je m'attendais à plus un peu aussi de la part de la France. Ceci étant dit, bien sûr, la France, on était un match sans Kylian Mbappé. Donc, c'est à prendre en considération.
La Belgique. Et justement, on va s'affronter France-Belgique. Là, on va y revenir dans quelques instants. Le Portugal faisait très bien jusqu'à ce que cette défaite qu'on a prise à la toute fin. Par contre, on était déjà qualifié. Donc, est-ce que ça a la même valeur? Est-ce qu'il y a un poids lourd en particulier, toi, qui t'a déçu jusqu'ici et qui a des choses à prouver pour la phase de groupe? La phase éliminatoire, pardon. Oui, la France, c'est évidemment le poids lourd le plus décevant. Finir deuxième de son groupe avec donc l'Autriche, la Pologne et les Pays-Bas. Personne s'attendait à ce que la France ne finisse pas première de son groupe. Et d'autant plus que lorsque tu vois les tableaux, ils étaient dans une portion très favorable s'ils avaient terminé premier de leur groupe. Donc c'est très décevant. Un seul but marqué par un joueur de l'équipe de France, Kylian Mbappé, sur penalty. Le deuxième est un but contre son camp. Donc c'est une campagne vraiment compliquée offensivement pour l'équipe de France. Donc c'est pour ça que je les mets comme l'équipe la plus décevante parmi les poids lourds. Et pas très loin, effectivement, l'Angleterre, dans un groupe qui était très, très, très moyen. Simplement 7 buts inscrits dans le groupe de l'Angleterre. Et ils ont trouvé tout de même le moyen de terminer premier, malgré des performances très loin de la hype dont je faisais partie. Ouais. On parle des deux Sujet des favoris Anglais. quand même. Là. Ils ont le temps de se rattraper. Au moins, l'Angleterre, on parlait d'un tableau débalancé. Je pense que l'Angleterre est le grand gagnant. Tu me corrigeras là, si tu n'es pas d'accord, là, Oui, mais le grand gagnant de ce tableau débalancé, parce que tu regardes ça. Bon, OK, peut-être qu'on va affronter l'Italie en quart de finale, certes. Après ça, si tout se passe bien, Pays-Bas, demi-finale, mais je veux dire, Allemagne, Espagne, France, Belgique, Portugal sont tous de l'autre côté du tableau. Donc, je regarde et je me dis, OK, au moins, il y a ça du côté anglais. Le tableau est favorable. Tu l'as dit, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant que celui-ci ne soit d'accord avec le prix, comme disait le capitaine Charles Patnaud. Mais on est gagnant de ce côté-là. ça c'est vrai que c'est le côté positif, mais en même temps, je dirais, comme je parlais de la surprise avec l'Islande, il faut les faire ces huitièmes de finale-là. Que ce soit des huitièmes plutôt abordables, tu dois te présenter, ou comme l'Angleterre a réussi en 2021 à battre l'Allemagne dans cette même situation. Je pense qu'à la fin de la journée, l'Euro, tu vas affronter les meilleures équipes. Parfois, c'est pas forcément des noms qui sont très ronflants, mais ça reste une des équipes qui sont dans une certaine forme et une certaine dynamique positive. Donc, il faut se méfier de tout le monde. C'est ça aussi le lot des grosses compétitions. Je regarde les cotes à l'instant et on va y aller match par match pour ces matchs huitièmes de finale. Ça va débuter samedi, donc 2 matchs par jour. Max, Oui. j'aimerais te relancer, toi. Est-ce qu'il y a des équipes, disons, peut-être un peu moins en vue, qui t'ont agréablement surpris durant cette première phase de groupe? Oui, il y en a. Ben, la victoire georgienne pour moi à la toute fin. Non seulement j'ai pas vu ça venir, mais dans une autre chronique pour mise au jeu à TVA Sport avant les matchs, écoute, je m'attendais à une victoire éclatante du Portugal. La Géorgie était l'équipe qui avait concédé le plus de tirs cadrés, de expected goals, tout ce que tu veux. Et honnêtement, moi, penses-tu qu'on va avoir un euro sans but de Cristiano Ronaldo? Parce que là, on s'enligne pour ça. Moi, la Géorgie à la toute fin, OK, le Portugal était qualifié. Mais ça reste que ça, je ne l'ai pas vu venir. Là, ils doivent aller affronter l'Espagne. Ça va définitivement être quelque chose. Mais sinon, écoute, si on n'affrontait pas l'Allemagne en huitième de finale, moi, j'aurais un petit faible pour le Danemark, pour peut-être faire Hmm. un parcours Cendrillon. C'est possible. Regarde, je veux dire, la Mannschaft a déçu dans ses dernières compétitions internationales. C'est tellement Euro 2020, ça, le petit faible pour le Danemark. C'est pas grave, non, mais je les ai trouvés bons. Je trouvais qu'on a fait une bonne compétition. Et ben oui, regarde, écoute, moi, j'aime encore la belle histoire du Danemark, donc pourquoi pas. Mais ça va être difficile contre l'Allemagne. Un petit crédit, même gros crédit, à l'Autriche. Ouais. Termine première devant le Pays-Bas et la France. C'est une grosse performance de la part des hommes de Ralf Rangnick. C'est l'équipe aussi qui m'a le plus surpris en compagnie de la Géorgie, parce que pour le coup, c'est vrai que c'est un tout petit pays. Imaginez un pays de 3,5, 3,7 millions d'habitants qui arrive à pouvoir produire ce type de joueurs et de football. Donc, c'est les deux équipes, je dirais, surprises de cette phase, mais surprise dans le bon sens du terme, parce que c'est un football très intéressant qui ont été produits par ces deux nations.
Les huitièmes de finale débutent samedi. Il va y avoir 2 matchs par jour pour ces huitièmes de finale. On va débuter avec Italie contre Suisse, qui, à l'heure actuelle, bien sûr, ça a le temps de changer. N'oubliez pas, les cotes sur mise au jeu sont sujettes à changement à tout moment, donc dépendamment à quel moment vous allez écouter ce podcast. Et on vous le rappelle, hein, on se fait un budget. Il y a beaucoup de rencontres à l'Euro. On ne met pas l'hypothèque au grand complet sur une rencontre. C'est important. Ça demeure un jeu. Il y a du hasard. Vous écoutez des avis d'experts comme Sid, comme Gonzo, comme moi, mais ça reste que ben, c'est ça. J'avais prédit une varlope du Portugal contre la Géorgie. Une varlope portugaise de la Géorgie. Et c'est le contraire qui est arrivé. Alors, il faut toujours faire très attention. Mais l'Italie et Suisse, c'est donc, selon les preneurs au livre de mise au jeu, est la rencontre la plus serrée. Les Italiens sont favoris, mais de très peu. Ensuite de ça, on favorise un nul, donc une prolongation, parce qu'on vous rappelle que c'est à 3 issues, même dans ces phases éliminatoires. Donc, pour ceux qui se disent comment ça, il y a la possibilité de nul en phase éliminatoire, lorsqu'on y va à gagnant 3 issues, c'est une victoire à la régulière. Et il y a la possibilité de prolongation. Donc, quand vous choisissez nul, c'est que vous pensez que le match va en prolongation et à la suite de ça, peu importe qui gagne, prolongation ou tir au but, vous avez votre pari. Tandis que si vous avez choisi, exemple, Suisse, à 3 issues, il faut que la Suisse gagne. Les Suisses surprennent toujours en tournois internationaux. Jordan Shaqiri, il envoie son clone en MLS parce que c'est vraiment pas le même joueur, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai bien aimé le premier match italien. On n'a pas fait le poids contre l'Espagne. J'aurais tendance à vouloir y aller avec l'Italie, mais je me méfie toujours de la Suisse. Alors, la Suisse, ils ont souvent ce plafond de verre à la fin de la phase de groupe. C'est l'équipe qui très régulièrement se retrouve en huitième. C'est assez constant, c'est régulier, c'est cliché, c'est suisse. On arrive à passer la phase de groupe et ensuite il y a le plafond de verre. Hormis à la dernière compétition où il y a eu cet exploit face à la France en tir au but. Et tu sais quoi? Moi, j'ai envie de favoriser l'équipe suisse. Je pense que le match face à l'Allemagne est un match qui était quasiment, on peut appeler des 32e de finale, que la Suisse a joué et que ils ont pu, ça permet de préparer ce match-là. Et je pense que c'est une équipe qui est très solide, qui offensivement aussi a pas mal d'atouts. Je pense à Mbolo, tu as parlé de Shaqiri, évidemment. Au milieu de terrain, Granit Xhaka, qui fait vraiment très bien en tant que capitaine, aussi capitaine de Leverkusen, champion invaincu cette année en Allemagne. Bref, je sais que l'Italie, il faut jamais les compter pour battus. Ils sont champions en titre aussi. Toujours une équipe qui a beaucoup de cœur et toutes les ressources pour l'emporter, ou bien pour faire match nul à la dernière seconde, comme ils ont pu le faire. Mais j'ai le goût d'y aller avec la Suisse. Une petite surprise. Et j'insiste sur petite parce que je le répète, les Suisses sont les négligés les moins négligés. Je ne sais pas si ça a de l'allure ce que je viens de dire, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas un large écart. Tu dis que les Italiens sont tout le temps Important là. Mais... aussi de signaler à nos auditeurs qu'on peut aussi choisir qualifier. Si vous voulez pas nécessairement aller dans le choix de victoire, nul ou défaite, ce qui est parfois compliqué dans ces moments-là, vous pouvez choisir directement l'équipe qui va se qualifier au prochain tour. Ça vous évite un peu la mauvaise surprise d'un match nul et ensuite qualification au tir au but ou en prolongation. Ouais. Mais si vous avez choisi match nul ou défaite, bon bref, vous perdez quand même votre pari. Donc j'ai l'habitude plus à ce mode-ci de la compétition, moi, de choisir juste les qualifiés. Ouais, ben, c'est très intéressant, surtout si tu y vas pour la Suisse, parce que la Suisse, qui se qualifie au moment de l'enregistrement, est à 2,10. Donc, encore négligé avec la possibilité de doubler sa mise. Pour l'Italie, ça baisse à 1,65 seulement pour une option que l'Italie se qualifie. J'avais eu une discussion avec un ami italien au début de la compétition et il avait débuté avec un gros soupir en disant « Bah, je sais qu'ils vont me décevoir à un moment. » Alors, ce qui est assez drôle considérant qu'ils sont champions en titre. C'est plus souvent l'inverse avec l'Italie à l'Euro. Exact, ça m'avait bien fait rire. Selon Sid, donc, cette surprise, eh bien, c'est en huitième de finale qu'elle va arriver. On a parlé de l'Allemagne contre le Danemark. C'est l'autre rencontre qui va avoir lieu samedi. Je fais un peu fi du résultat de la nulle des Allemands dans le troisième match. Ils étaient qualifiés. On a réussi en plus de ça d'aller chercher la nulle à la toute fin. Moi, j'ai adoré ce que j'ai vu de l'équipe allemande jusqu'ici. Moi, ma découverte découverte, c'est pas le bon terme.
Il était mon choix de joueur comme vraiment explosion pour se mettre un peu plus en vue sur la scène internationale à l'aube du tournoi, c'est Florian Wirtz. Et j'ai trouvé qu'il a très, très bien fait. Il y a également la version allemande de Kai Havertz qui est tout le temps très intéressante par rapport à la version en club, quoi qu'il a très bien fini sa saison avec Arsenal. Ben, Manuel Neuer a fait les arrêts. Moi, à l'heure actuelle, spoiler alert, je vois les Allemands très loin dans le tournoi. Je viens de le dire, j'ai un petit faible pour le Danemark, mais moi, je pense vraiment qu'on va avoir droit au duel attendu entre l'Espagne et l'Allemagne. Et je pense qu'il y a une possibilité de victoire convaincante ici. Ah, je dirais pas jusqu'à la victoire convaincante, pour ceux qui aiment ça jouer avec les écarts de but, mais je vais favoriser l'Allemagne. Ça, c'est pour moi évident sur l'ensemble de ce qu'ils ont montré dans la phase de groupe. L'Allemagne, c'est vraiment l'équipe qui a fait preuve, je dirais, offensivement de la plus grosse puissance. Et je pense que, tout comme la Suisse, ce dernier match leur a fait du bien parce que tu as buté contre un bloc bas, bien organisé, une équipe qui t'a posé des problèmes et qui te force à un peu revoir ton schéma tactique et trouver d'autres façons de mieux attaquer. Et ça va, je pense, faire grandir l'Allemagne. Donc souvent, ce troisième match, qui est parfois un match pour du beurre, on le verra, ça reviendra souvent dans mes arguments. Il y a des enseignements qu'on peut tirer de ces matchs et c'est pour cette raison-là que je vais favoriser l'Allemagne contre un très beau Danemark, mais qui me semble un peu être une équipe d'Allemagne un peu version light. On est un peu les mêmes qualités, la même façon d'aborder les matchs tactiquement. On veut aussi être une équipe de possession de ballon, mais j'ai l'impression que vraiment on a beaucoup plus d'atouts. Et toi, tu vas avec Florent Wirtz, moi je vais aller avec Jamal Musiala. Pour, il y a 2 ans à la Coupe du Monde, c'était vraiment pour moi le joueur à suivre parmi les jeunes joueurs. Je l'ai beaucoup poussé, je l'ai beaucoup promu. Il m'a un peu déçu durant cette compétition, mais là, cette fois-ci, il est là, bien présent. Donc, je suis vraiment content pour lui. C'est vraiment un joueur qui mérite beaucoup plus je dirais, d'attention, mais un peu dans la Bundesliga, c'est parfois compliqué d'en avoir. Donc, défensivement, pour l'instant, ça tient la baraque. Attention tout de même avec la suspension de Ta, ça fait qu'on aura une nouvelle charnière centrale du côté allemand, avec aux côtés de Rudiger. Ça pourrait poser peut-être un petit problème, mais l'Allemagne me semble favorite et mon choix pour ce match. J'ai envie d'oser un plus de 2,5 buts. C'est négligé avec une cote de 2. Euh, je pense qu'un 2-1 ou un 3-1 est une possibilité dans ce match-là. C'est le négligé, c'est normal. Je regardais là, les scores, là, il y a seulement dans le premier match allemand dans ce tournoi. Bien sûr, on se souvient là, de la volée contre l'Écosse au premier match, qui a eu plus de 2 buts dans les matchs impliquant cette équipe-là. Là. Mais je le sens. Je sens un match où il pourrait se marquer quelques buts entre Danois et Allemands. On va poursuivre pour dimanche avec Slovaquie-Angleterre, Géorgie-Espagne. Deux des matchs où il y a les plus grands négligés de ces huitièmes de finale. Ouais, ouais, c'est Euh, vrai que mais, sur mais papier, il y a un gros écart, hein. mais je comprends que souvent, les preneurs au livre font très attention de ne pas avoir un billet un recency bias. Là. Moi, la Slovaquie, je ne les ai pas détestés dans le premier tour. C'est sûr que ça a dépendu des matchs, mais moi, je pense qu'ils vont peut-être en donner pour leur argent à l'Angleterre. Pas y aller au point qu'ils vont les battre. Est-ce qu'on va amener ça en toute fin de rencontre? Est-ce qu'on va amener ça en prolongation? Je ne le sais pas. Mais moi, si parmi les. Parce qu'on a parlé du fait que les Anglais, leur tableau est assez intéressant. Je regarde la façon dont les Anglais ont joué, l'espèce de doute qui est là du côté anglais, conjugué à la Slovaquie qui va arriver sans aucun complexe. Je sais pas, je trouve que la cote est très, très, très favorable aux Slovaques. Puis il y a une petite partie de moi qui a envie peut-être de regarder de ce côté-là. Je pense quand même que les Anglais vont l'emporter. Mais la nulle me tente un peu. Ouh, écoute, moi j'ai déjà fait mon pari un peu plus risqué tantôt, donc je vais être plus prudent, je te dirais. Surtout, j'ai l'impression que les Anglais ont tangué beaucoup, ont vacillé un peu aussi, mais vont se replacer. Moi, je suis persuadé que l'Angleterre va se replacer dans cette nouvelle compétition qui s'amorce. Et c'est vrai que
on est déçu du manque de punch offensif. On avait envie et on a envie que ça clique plus entre Bellingham, Foden, Saka et Kane. C'est pas le cas. Pourtant, mais il faut pas non plus oublier que c'est une équipe qui a pris très peu de buts durant cette phase-là, a pas vraiment été mis en danger défensivement et plutôt une équipe, je te dirais, très pragmatique. Donc, c'est pas joli, c'est pas aussi spectaculaire qu'on pourrait s'attendre sur papier, mais c'est pas non plus une équipe qui est, selon moi, en difficulté. Donc, je vais aller avec l'Angleterre. La Slovaquie sort d'un groupe que je peux qualifier d'assez faible, même si toutes les équipes ont fini à 4 points. J'ai trouvé que c'était un groupe qui était assez médiocre dans l'ensemble. Donc, l'Angleterre ne va pas nous faire une mauvaise surprise cette année et va passer face à la Slovaquie. J'ai parlé de rencontres où il y avait un gros favori. La Géorgie, jusqu'ici, est le plus grand négligé de ces huitièmes de finale. Une cote de 14. Je ne veux pas dire que ça va être une marche dans le parc pour l'Espagne. Je ne veux pas manquer de respect à la Géorgie, mais de ce que j'ai vu collectivement, l'Espagne est l'équipe la plus impressionnante de cet Euro. Collectivement, j'insiste là-dessus. On joue bien, on a des bons blocs, on a une équipe au-delà des joueurs du côté espagnol. Euh, on n'est pas à la formation espagnole là, du tournant des années 2000-2010, non, mais on est impressionnant et je comprends dans ce cas-ci pourquoi la cote. Il n'y a pratiquement même pas d'avantage à choisir les Espagnols. Il faudrait les choisir avec peut-être un combo avec une autre équipe là, pour se donner une cote plus intéressante parce qu'une cote de 1,20, l'Espagne est très, très largement favorisée. Oui, c'est une affiche qui est vraiment très déséquilibrée sur papier, c'est normal. T'as une équipe qui a gagné 3 fois l'Euro face à une équipe dont c'est la première participation et qui n'était vraiment pas attendue par personne. On a beau vouloir saluer le travail de Willy Sagnol, le coach de la Géorgie, reconnaître que le milieu créateur de Naples, Varascalia est un joueur extraordinaire, mais pour le coup, je pense pas qu'il allait mener la Géorgie comme cela. Et pareil pour l'attaquant de Metz, Mikodatse, qui est encore un meilleur buteur à date de l'Euro. Mais en face, c'est l'Espagne. En face, c'est l'Espagne. C'est une équipe qui va te prendre le ballon, le monopoliser, jouer avec, te le confisquer. Et ce sera très compliqué pour la Géorgie, même si on voudra mettre de l'intensité, du pressing, de l'enthousiasme. Les Espagnols, ils sont en maîtrise totale de leur football. Et je pense qu'avec justement Nico Williams et Lamine Yamal sur les côtés, on a cette vitesse qui parfois manquait au football espagnol durant je dirais quasiment même ces 10 dernières années, après l'époque dorée. Et là, on a ce punch pour aller faire des différences. Faut pas oublier que l'Espagne a perdu au tir au but contre l'Italie en demi-finale du dernier Euro. C'est une équipe qui est vraiment prête, qui est très intéressante. Et c'est vrai que même si ça s'est mal passé en Coupe du Monde avec cette défaite au tir au but face au Maroc, ça reste que c'est une équipe qui avait dominé quasiment tous ses matchs avec plus de 60% de possession de balles. Donc moi, je m'attends à une victoire espagnole. Comment rendre ça intéressant avec une cote 1,20? Je ne sais pas vraiment si on peut aller chercher victoire à la mi-temps du côté espagnol pour aller gonfler un petit peu le choix. Mais c'est vrai que là, c'est un match qui est quasiment à sens unique. En apparence, si on regarde un poster, peut-être le match des huitièmes de finale. Dans les faits, l'aise vraiment Belgique contre France. Écoute, tu le sais, Sid, j'ai un parti pris pour la Belgique. Et ben, c'est une déception totale. Déception totale en ce qui me concerne, mis à part peut-être la victoire de 2-0, dans laquelle Kevin De Bruyne a été très, très bon. Je pense qu'il n'aura pas le choix de dominer le milieu de terrain pour une victoire belge. Les Français ont été décevants offensivement, mais on a quand même rien concédé ou presque dans cette phase de groupe, mis à part un but sur penalty. Donc, je pense que la défense française devrait faire le travail. De toute façon, Romelu Lukaku, dans un univers parallèle et à égalité au premier rang des buteurs de cet Euro, dans les faits, il y en a zéro, incapable de rester en jeu, semble-t-il. Autant que j'aimerais qu'on ait une belle rencontre, les Français sont très largement favoris. Les preneurs au livre aussi sont assez déçus de la performance belge dans les derniers championnats d'envergure internationaux. Parce qu'il faut le dire, entre la Coupe du Monde et cet Euro, les Belges ont été très bons.
Mais là, on est revenu à cet euro. On n'a plus d'Eden Hazard. Thibaut Courtois n'est pas là. Euh, je pense que ça va être une victoire française. Est-ce que ça va être facile? Je pense pas. Est-ce que ça va être si convaincant que ça? Je ne le sais pas. Mais même s'ils ont déçu, je pense qu'ils vont être en mesure là, de disposer de la Belgique. Du côté des Belges, c'est compliqué. Et, la meilleure image, c'est Kevin De Bruyne qui voulait aller saluer son public à la fin du match et qui se faisait huer. Bah, collectivement, l'équipe s'est fait huer. Une énorme bronca dans ce match, enfin, ce non-match des Belges face à l'Ukraine, où on a vraiment voulu sécuriser cette qualification. Euh, mais il y a ces deux équipes sont en panne offensive. Et à la fin de la journée, si je me pose la question, qui a le plus de chances de débloquer, je suis obligé de pencher vers Kylian Mbappé que vers Romelu Lukaku. Sans insulte ou injure à Romelu Lukaku, qui est l'un des tout meilleurs buteurs européens et qui, je pense, a fait preuve un petit peu de maladresse, mais surtout de malchance. J'ai l'impression qu'on est beaucoup plus proche côté des Bleus de retrouver cette efficacité offensive comblée à la solidité défensive qu'on les connaît. Comme tu as rappelé, ils n'ont pris qu'un seul but en 3 matchs et c'est un but sur penalty. Un penalty d'ailleurs très controversé de Robert Ouais. Lewandowski dans sa course d'élan. Mais côté belge, on est un peu plus friable. Courtois, qui était vraiment le gros pilier et qui est c'est encore le meilleur gardien d'Europe, n'est pas présent. Et ça peut changer beaucoup de choses côté belge. Donc, j'aurais tendance aussi, un peu comme tout le monde, à favoriser la France dans ce match. Et si élimination il y a, on voit bien un scénario où de très peu de buts. Donc, si c'est une victoire belge, allez-y vraiment. Vous pouvez même aller chercher le pointage exact, sûrement du 1-0, où les Belges marquent et la France bute sur un mur pendant le reste du match. Mais sinon, si vous êtes plutôt prudent, allez-y avec la France. C'est un choix qui est très rationnel. Mais même légèrement sous le 2 à 1,91, je trouve quand même qu'il y a quelque chose d'intéressant à la France. Parce que moi, c'est vraiment le troisième match des Belges. Après le deuxième, je me suis dit, bon, OK, on a temporisé les choses. Justement, Kevin De Bruyne a dominé. On va être correct. On va aller chercher la victoire. Et on arrive dans le troisième match et on fait patate. On fait patate carrément. Bon, tu le sais, là, je suis les rencontres de l'heure du midi là, en direct pendant que j'anime mon émission à la radio. Donc, je ne peux pas l'écouter vraiment avec autant d'attention, mais je veux dire, il y a quand même de nombreuses pauses de 5 minutes là, pendant une émission de radio. Donc, chaque fois que je regardais, je me disais, mais on fait rien. On fait rien du tout dans cette rencontre. Donc, je pense de ton côté aussi. Sur celle-là, je vais y aller avec une surprise, par contre. Il va se marquer plus de 2,5 buts. Est-ce que Oh! les Français vont nous donner une victoire surprise à la Allemagne contre Brésil, Coupe du Monde, où on a vraiment comme démoli? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera un 2-1? Mais il y a trop de talent entre ces deux équipes-là pour pas qu'à un moment ou à un autre, on fasse « let's go ». All-in d'un côté et de l'autre. Alors, je vais y aller avec plus de 2,5 et c'est strictement parce que je trouve que la cote de 2,30 jumelé au fait que je ne peux pas croire que ces deux formations-là vont continuer à être incapables de trouver le fond du filet. J'ai allé avec plus de 2,5 buts dans le match. Je ne sais pas ce que tu en penses, je ne sais pas si c'est trop osé ce que tu as vu, mais moi, je vais Mais l'oser. écoute, c'est vrai que si ça se débloque du côté français, ça pourrait ouvrir les vannes vers un festival offensif. Ça c'est une réalité. Maintenant, j'ai plus l'impression que c'est deux équipes qui vont jouer un petit peu avec le frein à main et ça va se jouer un petit peu au détail. Moi, je serais très curieux de voir la cote de Lukaku buteur. Parce que le foot a souvent cette ironie. Je pense qu'au moment où on l'attend le moins, c'est là que les choses se passent. Donc, moi, je serais assez, je te dirais, assez joueur avec un Lukaku buteur. Ça change rien à mon pronostic global, mais c'est vrai que on est passé très proche du côté de Mbappé, de Griezmann, de Rabiot, de Dembélé, et ce sentiment que allez, ça peut se débloquer et puis tout peut aller dans le bon sens côté français, surtout que la défensive belge est beaucoup moins solide qu'elle était dans le passé. Hein, on se rappelle des compagnies qui étaient des vrais générales en défense. Donc, pour toutes ces raisons-là, je favorise la France, mais il y a un petit côté joueur là, qui a envie de d'aller pour Romelu aussi buteur. 3,4. 3,4 Romelu Lukaku pour marquer. On vous rappelle qu'il y a 3 buts fantômes dans la compétition.
Alors, sait-on jamais. À 3,4, c'est intéressant. Il est le troisième favori seulement pour marquer parce que, bien sûr, il y a Kylian Mbappé devant à 2,3, mais également Olivier Giroud à 3,1. Intéressant. Ouais, non, à 3,4, j'ai tendance à être d'accord avec toi que c'est assez intéressant du point de vue de Romelu Lukaku. Euh, Honnêtement, moi, regarde, dans un match d'au-dessus de 2,5 que je prédis, d'après moi, s'il se marque au moins 3 buts, il y a au moins un de Mbappé et de Lukaku qui marque. Ça, pour moi, il n'y a pas de doute. Allons-y avec la deuxième rencontre de cette fête du Canada, lundi. Là, Slovénie contre Portugal. Je peux pas croire que le Portugal qu'on a vu contre la Géorgie va se présenter. Ce sera une victoire Non, portugaise, largement favori. Et là, non, non, j'ose plus. Là, je suis tanné. Ça fait 2 matchs de suite que je prédis des buts de Cristiano. Oh, Yab Cristiano. Il ne veut pas devenir le plus vieux buteur de l'histoire de la compétition. Je vais aller simplement avec une victoire portugaise. La Slovénie a quand même offert des beaux moments depuis le début du tournoi, mais on a une belle formation. Je vais y aller avec le deuxième match du Portugal contre la Turquie. Moi, c'est là où j'ai été très impressionné par les Portugais. Je pense qu'on est capable de répliquer ce genre de performance-là contre la Slovénie. le Portugal et plus de 2,5 buts dans ce match, pour moi, c'est une évidence. Offensivement, on a beaucoup trop de joueurs de talent et ce sera beaucoup trop compliqué pour les Slovènes. On est dans une situation où on peut te faire mal par coup de pied arrêté, par attaque placée, par transition rapide. On aura des joueurs qui ont été reposés parce que on n'a pas joué dans le troisième match ou très peu, que ce soit Leao, que ce soit Bernardo, que ce soit Bruno. On a peu joué et on est reposé. C'est sûr que Ronaldo, lui, il a joué et il va vouloir apporter sa pierre à l'édifice. Mais pour moi, le Portugal est déjà branché sur ce quart de finale contre la France ou la Belgique. Mais je pourrais dire limite une formalité pour les Portugais Oh! que je vois vraiment remporter ce match haut la main. Et je vais avec plus de 2,5 buts dans cette rencontre. Ah, même le plus de 2,5, les preneurs au livre sont d'accord avec toi. C'est négligé, c'est tout le temps négligé, mais c'est très peu. Ben, c'est pas tout le temps là, négligé, là, mais dans ce cas-ci, c'est très peu négligé à 1,98, 1,80 pour moins de 2,5 buts dans la rencontre. On va. Ça montre qu'on a beaucoup de confiance. Oui, oui, non. Et avec raison, j'ai envie de dire. On va conclure avec les 2 dernières rencontres. Pays-Bas contre Roumanie, Turquie contre Autriche. Pays-Bas, pas de surprise, très largement favorisé dans cette rencontre face aux Roumains. Je vois pas de surprise de ce côté-là. Je pense que les Pays-Bas, là, eux aussi, on a parlé de l'Angleterre qui sont dans la bonne portion du tableau. Les Pays-Bas sont dans cette portion de tableau-là aussi. J'ai même envie de dire que les Pays-Bas, parce que l'Angleterre, il y a un possible rendez-vous contre l'Italie. Et si ce n'est pas l'Italie, ce sera les toujours intéressants en Suisse. Pour moi, Pays-Bas est la formation Blue Blood, là, si je peux dire, une puissance attendue qui a le parcours vers la demi-finale. Je ne veux pas dire le plus facile, mais le moins sinueux devant lui. Mais je trouve que le match face à l'Autriche a laissé des traces et j'ai pas du tout aimé la performance du Pays-Bas qui certes a répondu au but autrichien mais finalement a perdu ce match et qui m'a un peu déçu, je te dirais, sur cette rencontre. J'ai vu une équipe assez solide face à la France, mais pour le coup, euh, j'irai moi de ma deuxième surprise dans ce tableau des huitièmes de finale avec un match nul roumain tout d'abord, enfin un match nul et peut-être une qualification roumaine. Je dirais que peut-être que d'ici à dimanche, je verrai dans quel où je me situe, mais pour moi un match nul est vraiment une faisabilité. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que les Roumains qui sont tout de même terminés premiers de leur groupe ont fait preuve d'énormément de caractère durant cette première phase d'Euro. C'est une équipe qui est vraiment agressive dans le bon sens du terme, joue les coups à fond. Ça peut être un peu moins un beau football que la Géorgie dans le même style, mais on a vraiment une équipe qui se dit, écoute, on n'a rien à perdre et on veut jouer les matchs pour les gagner avant tout. Donc on joue avec nos moyens, mais
j'aime beaucoup ce qu'ils font et j'ai l'impression que ça va vraiment déranger le Pays-Bas. Wow. On a vu un peu avec l'Autriche qui était un peu dans le même style. Dès qu'on est capable de mettre vraiment de jouer assez haut, de multiplier les courses et on bouscule assez facilement, en tout cas à mon goût, le Pays-Bas. Donc moi je vais aller d'une surprise avec un match nul et allez. Et peut-être que si je suis joueur, on va aller avec une qualification des Roumains. Une bonne surprise quand même à 4,25 la nulle entre Pays-Bas et Roumanie. La Roumanie pour gagner avant la prolongation, c'est 7,25. Deux négligés donc pour Sid jusqu'ici qui passerait. Les Suisses qui, je le disais, est la plus petite équipe négligée de ces huitièmes de finale et les Roumains qui, eux, sont plus une vraie surprise, entre guillemets. Eh bien, on a parlé à quelques reprises déjà de l'Autriche qui va affronter la Turquie et je crois comprendre dans tes propos que tu vas y aller avec l'Autriche qui est quand même bien favorisée dans ce match. Oui, c'est un match qui sera très chaud. Les Autrichiens sont très massivement présents en Allemagne, tout comme les Turcs. Donc, je pense que ce sera peut-être même le plus beau match avec Allemagne-Danemark de cette phase de huitième de finale. Donc, j'ai hâte vraiment de belle réaction des Turcs avec cette victoire 2-1 contre les Tchèques, après avoir pris l'eau contre le Portugal. Mais l'Autriche, qui finit premier devant le Pays-Bas et la France, c'est pas un petit accomplissement. Et surtout, on l'a fait avec la manière. Contre la France, on a été très solide. Ça se joue sur un but contre son camp. Tu me diras, il y en a eu beaucoup des buts contre son camp durant cette Euro. Mais non, j'aime beaucoup ce qu'ont montré les Autrichiens. Ce sera un match très serré. Je pourrais aller encore une fois dans un match nul, mais je favoriserai la qualification autrichienne au terme de cette rencontre. Une petite partie de moi qui a envie d'y aller avec la Turquie à 4,25. Ah, c'est compréhensible, c'est compréhensible. Ils vont mettre le feu, il y aura une énorme ambiance, ce sera vraiment, vraiment, vraiment chaud. Oui, la Turquie, c'est un bon choix. Pourquoi c'est à mon tour, je pense d'y aller avec un nul. Un nul de 3,4, pas de gagnant en 90 minutes. Allons en prolongation. Les cotes pour match nul sont toujours très intéressants. Il va y avoir un match en prolongation. Ça, c'est garanti. Il risque d'avoir plus d'un match Et, en prolongation même. vraiment, je vous le recommande de jouer les matchs nuls. Les matchs, s'ils ne sont pas réglés en 75 minutes, le dernier 15 minutes, ce sera très, très, très tranquille. On va vouloir être dans la gestion. Il n'y a personne qui voudra se faire prendre un but en fin de rencontre. Et on va aller sur ce match nul. Il y a des équipes qui préparent aussi à fond les séances de tir au but, qui veulent aller chercher cet avantage-là dans cette séance de tir au but. Donc, les matchs nuls sont vraiment très possibles. Et il y aura deux, trois prolongations durant ces huitièmes de finale. Attends, il faut savoir lesquelles, mais n'hésitez pas. Et les cotes sont toujours intéressantes. Je veux dire, la plus petite cote pour un match nul, c'est 2,9 Italie-Suisse. Et c'est quand même une cote très alléchante à 2,9. Un verdict nul. Donc, on regarde ça là, et on a parlé d'un côté de tableau beaucoup plus difficile. Ce tableau plus difficile donnerait des quarts de finale Allemagne, Espagne et France contre Portugal, selon les prédictions qu'on a fait. Et tout ça est du même côté du tableau, là. Donc, le gagnant de ces deux possibles quarts de finale s'affronterait en demi. Et de l'autre côté, j'ai Italie contre Angleterre, c'est de Suisse contre Angleterre. J'ai Pays-Bas contre Turquie. Et là, c'est le seul endroit où on est complètement l'un contre l'autre. Tu vas avec les Roumains et l'Autriche. Ah, intéressant, très intéressant. Dans les deux cas, je pense, je vais, malgré la déception, Sid, je pense que l'Angleterre risque d'atteindre la finale cette année. Oui, 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 oui. Moi, je vois les Anglais aller quasi jusqu'au bout. Ils ont un parcours qui est beaucoup trop, je dirais, facilitant. Et je vois les Anglais se rendre en finale. C'est Après, l'Espagne qui aurait mérité ce côté de tableau-là. C'est plate pour les c'est Espagnols. vrai, c'est vrai. Mais les tournois à 24, c'est toujours très compliqué par la suite. Ça donne souvent ces tableaux déséquilibrés. Mais l'Angleterre voilà, va aussi devoir forcer sa chance, hein, parce que je dirais qu'il y a aussi la pression lorsque tu es ultra favori et à voir comment ils vont réagir à cela. Mon favori avant le tournoi, Sid, était les Allemands. À l'heure actuelle, avec ce tableau dont on vient de mentionner, là,
Je pense que du côté du bas du tableau, très difficile, ce sera l'Espagne qui va en ressortir. En Oh, ce tu vas moment, avec l'Espagne. ouais, Waouh. non, je vais y aller avec l'Espagne. Je pense que écoute, les rencontres de l'Espagne ont quand même pas mal toutes été à des heures avantageuses là, pour moi pour pouvoir les écouter. Et j'ai été tellement impressionné. Moi, c'est surtout le match contre l'Italie, hein, un peu ironiquement, parce que ça s'est terminé 1-0, mais tout le long de la rencontre, je regardais le match, puis j'étais comme c'est dans la poche. Là. Je veux dire, les Espagnols, ils se disaient, bon, OK, on a notre 1-0, tranquille, on passe à travers ça. Tu as parlé de possession de ballon et je l'écoutais la rencontre là, en français et justement, salutations à Vincent Destouches de TVA Sport. À un moment dans la rencontre, ça m'a marqué. Il dit, c'est quelque chose de confisquer le ballon comme ça contre, je sais pas moi, l'Écosse, là, mais de le faire comme ça contre l'Italie, il trouvait ça franchement impressionnant ce que faisaient les Espagnols et je suis d'accord. Et je vais y aller avec l'Espagne. Ceci étant dit, ce côté de tableau-là, je vais être surpris d'absolument rien. De si c'est France, Portugal, Allemagne ou Espagne. Donc, je suis surpris s'il y a une des quatre autres équipes au final. Mais ces quatre-là, pour moi, ce sera une de ces quatre formations qui atteint la finale. Mais de mon côté, je maintiens l'Angleterre, d'autant plus que le tableau s'est vraiment dégagé pour eux. Et en finale, ce sera tellement compliqué de prédire qui s'y rendra. Allez, mouille-toi! Mais, Mouille-toi! mais à choisir, on va donner un petit avantage à l'Allemagne à domicile. Oh! J'aimerais ça quand même. J'aimerais beaucoup ça. On sait en plus que c'est le dernier tour de piste de Tony Cruz. Probablement pour Manuel Neuer. Là, c'est pas officiel dans son cas comme ça Oh, l'est pour oui. Cruz, mais j'ose croire que c'est la même chose pour Neuer. À l'âge où il est rendu. D'ailleurs, il y avait, je crois, eu une petite, ben, pas controverse, là, mais on se demandait si ça allait vraiment être lui le partant au début du Ce sera lui tournoi. ou Ter Stegen, mais Exact. c'est sûr que ce soit pour Neuer, que ce soit pour Müller, euh, ce sera compliqué de les voir à la Coupe du Monde 2026. Ouais. Ah, exact, exact. Non, ce serait bien, ce serait bien. Et les images là, de l'Allemagne là, dans ce tournoi sont sensationnelles. Là, des beaux stades partout en Europe. Moi, ça me fascine la quantité de beaux stades qu'il y a en Allemagne. Là, vraiment, là, les images sont à couper le souffle. À l'heure actuelle, Sid, bien malin celui qui aurait prédit qu'à la fin de la phase de groupe, ce serait un Georgien qui serait au sommet des buteurs, quoique, ben, tu l'as dit un peu plus tôt, en réalité, c'est le contre son camp, le meilleur buteur du tournoi. Mais blague à part, George Mikotadze de la Géorgie est premier dans un univers parallèle, je le répète. Il y a Lukaku qui est à ses côtés. Je pense pas qu'il va demeurer meilleur buteur du tournoi, pour être bien honnête. Kylian Mbappé est toujours le favori sur mise au jeu pour terminer au premier rang des buteurs du tournoi. Il en a un. Ça en prendrait beaucoup. Hein. Ouais, ça en prendrait beaucoup. En même temps, il a fait un tour du chapeau en finale de Coupe du Monde. Fait que, C'est vrai. God, who knows? Kylian Mbappé masqué va peut-être être le nouveau LeBron masqué. Tu m'avais dit au début du tournoi qu'il faut y aller avec un joueur qui va jouer longtemps, mais en même temps, je trouve que parmi les équipes qu'on vient de parler qui risquent de se rendre loin, personne ne se démarque. En même temps, il n'y a pas un joueur qui s'est donné un avantage vraiment marqué. Là. Il y a plusieurs joueurs à 2 buts. Il y a Mikotadze qui est à 3. Je trouve très difficile d'y aller avec un choix pour le meilleur buteur pour la conclusion du tournoi. Ben, je joue avec, avec mes amis dans un pool où ils nous ont proposé en début de tournoi de choisir un meilleur buteur et ils nous ont donné une liste de 15 noms et avec l'option de mettre autre. Et j'ai choisi autre. Et pour l'instant, je suis content de mon choix parce que Mikotadze n'était pas dans la liste d'attaquants qui étaient proposés. Mais c'est vrai que c'est tellement compliqué parce que même du côté de l'Angleterre où Harry Kane n'a marqué qu'un seul but depuis le début du tournoi, même s'il allait jusqu'au bout, ben, marquer 3 buts d'ici à la fin du tournoi, c'est pas non plus de donné. Et ça serait juste pour passer devant l'attaquant géorgien, sans compter que lui aussi peut en marquer un. Il a fait l'exploit de marquer un but à chacune des rencontres, chose qui n'avait pas été réalisée depuis un petit moment déjà à l'Euro, et jamais dans l'Euro à 24. Donc c'est vrai que c'est compliqué parce que les attaquants naturels ne sont pas en réussite depuis le début du tournoi. J'aurais tendance à être assez curieux de la cote de Bellingham qui Très a marqué un juteuse. but. Elle est à 20 piles. 20 piles pour Jude Bellingham. À ce stade-ci, si je devais jouer, j'irais avec Bellingham, Wow. dans l'idée que pour moi l'Angleterre ira jusqu'au bout et il a ce côté clutch
qui semble vraiment... je dirais, il y a certains athlètes qui sont comme ça. Tu connais ça dans tous les sports, Max. Et j'ai l'impression que voilà, il sera un joueur, il va faire allez, un ou deux doublés d'ici là et qui va pouvoir se faufiler au classement des meilleurs buteurs. Donc, je serai joueur avec Bellingham. Voilà donc pour nos prédictions à ce stade-ci de l'Euro. On va refaire le même exercice un peu plus tard dans le tournoi. On verra en espérant au moins que au moins un de nos deux favoris soit encore là. Garantie qu'un de nos deux favoris pour la finale n'y sera plus parce que j'ai Espagne, t'as Allemagne. Ils risquent de s'affronter en quart de C'est finale. vrai, Donc c'est un des vrai. deux, il Mais y en a un. c'est une finale avant l'heure. Ouais, il y a un des deux qui va avoir les bragging rights la prochaine fois qu'on se parle dans ce podcast, Sid. Donc, je Exact. te donne le droit, si tu gagnes, d'y aller avec le chirp. Ça sera bien fait. Ça sera dit d'avance. Parlons de ce qui se passe de ce côté-ci de l'Atlantique. Parlons de ce qui se passe même sur notre continent. Une Copa América en sol nord-américain. J'ai envie de débuter là, comme ça, à froid, Sid, avec une question à deux issues très intéressantes disponibles sur Mise au jeu. Est-ce que le Canada termine dans le top 2 du groupe? Le oui est présentement favorisé à 1,74 et le non est négligé à 2,05. Bien sûr, c'est la victoire face au Pérou là, qui permet au Canada d'être dans cette position. Alors, c'est une rencontre décisive qui va avoir lieu face au Chili. Sachez que le Canada a un verdict nul et ce sont les Canadiens qui passent avec l'Argentine au prochain tour parce que le Canada a une victoire, une défaite jusqu'ici et les Chiliens ont aucune victoire, une défaite, un verdict nul. Donc, un verdict nul et le Canada qui passerait au prochain tour de cette Copa América. J'ai pas été impressionné de la victoire canadienne face au Pérou. Ceci étant dit, on en a déjà parlé ensemble. Il faut quand même s'en satisfaire parce que c'est une victoire en Copa América. On part de loin. Faut regarder un peu plus gros que ce qui est tout juste derrière nous et quand même être impressionné. Ceci étant dit, face au Chili, ça va être difficile. Mais un verdict nul, je peux y croire. Et moi, personnellement, je vais avec le oui. Je pense que le Canada va être de la phase éliminatoire. Alors moi, je choisis oui aussi parce que, excuse-moi, j'ai choisi oui aussi parce que le Canada a des armes pour faire mal au Chili en défense, derrière la défense. Je trouve que la vitesse canadienne est trop pour le Chili. Le Chili va devoir se découvrir pour aller chercher ce but parce que le Chili doit absolument l'emporter pour se qualifier à la prochaine phase. Et c'est pour ça que je pense que le Canada, qui a survécu le match contre le Pérou, c'était pas facile, c'était Ah, c'est le bon terme. émotionnellement compliqué. Il faisait chaud, Parlez-en au juge c'était de physiquement touche. compliqué. Il va bien, là, on Donc, peut se permettre de le dire. et pour tout ça, je pense qu'on a appris côté canadien. Et je pense qu'on sera au moins en mesure d'aller marquer un but et de rendre la tâche difficile et compliquée pour les Chiliens. Et c'est pour cela que non, je favorise le Canada. Il y a un petit peu d'optimisme de ma part, c'est certain, mais j'ai l'impression que cette victoire-là, première victoire historique en CONCACAF face au Pérou, a fait beaucoup de bien au groupe. Surtout une victoire qui était aussi obtenue avec des changements, c'est-à-dire qu'il y a d'autres joueurs qui ont été impliqués. On sait que Miller est rentré, Schaffelberg est rentré. On a vraiment brassé les cartes un petit peu. Laria aussi faisait partie du 11 partant. Donc, je pense que ça unit le groupe et qu'on est prêt. On a aussi peut-être appris aussi de la Ligue des Nations où dans un moment comme ça où on était très attendu, on a été en difficulté face aux États-Unis. Mais là, voilà, je pense que tout est réuni pour que le Canada ait fait un bel exploit et se qualifier pour la phase suivante de la Copa América. Il n'y a pas de cote là-dessus, là, mais est-ce que Schaffelberg va être partant? J'espère. Après deux matchs, là, Ah, s'il qu'est-ce vous qu'il faut qu'il plaît. fasse de plus pour être S'il vous partant? plaît. Une plus belle coupe de cheveux, peut-être. Pourtant, ils sont très beaux, ces cheveux bouclés. Ah non, non, je pense que c'est un joueur qui, à chaque fois qu'il est rentré, a fait des grosses différences. Il est rapide, il est un peu, tu sais, il est un peu arrogant, dans le bon sens du terme. Il a beaucoup de qualités qui font que ça y rentre dans la tête des adversaires. Et non, non, c'est une bouffée d'oxygène et j'ai hâte de le voir jouer, débuter le match. Je pense qu'un Miller qui a été utilisé aux côtés de David et Larin dans le dernier match n'a pas fait assez. D'ailleurs, il a été aussi remplacé à la mi-temps, hein, comme Koné notamment. Moi, je m'attends à voir Schaffelberg être titulaire.
C'est intéressant, hein, parce que pour ceux qui écoutent en format vidéo, je viens de vous montrer les cotes pour le match en tant que tel. Mhm. Et le Canada, donc, favorisé pour terminer deuxième, mais négligé dans le match face au Chili. Donc, vous êtes comme moi ici, vous pensez que le Canada va atteindre le prochain tour, ben, la nulle ou la victoire, dans les deux cas, est très intéressante. Cote de 3,4 pour un nul, cote de 3,65 pour une victoire canadienne. Écoutez, avec une cote comme ça, vous faites un budget, bien sûr, vous y allez avec des petits montants, peu importe, mais vous pouvez quasiment y aller avec un petit montant sur la nulle et un petit montant sur la victoire et en ressortir gagnant. Ça peut être quelque chose de très intéressant. Bien sûr, il faut qu'une des deux options arrive, mais on l'a dit, là, moi personnellement, je pense que ça peut arriver. Et surtout, la façon dont Maxime Crépeau joue présentement, Ah oui, très honnêtement, bon là, point. c'est un énorme facteur, à mon avis, parce que tu as dit, le Chili va vouloir aller chercher ce but. Et si on sort très fort, comme je m'attends à voir le Chili sortir dans les 15 premières minutes, et que Big Save Max est là, fait ce qu'il fait depuis le début du tournoi, ça va peut-être stabiliser les choses. Honnêtement, là, je vois difficilement le Canada encaisser plus d'un but dans ce match-là, puis je pense qu'on peut aller chercher au moins le but de notre côté également, un 1-1. Je pense que c'est, moi, personnellement, c'est le pire scénario que j'envisage. Je peux me tromper, bien sûr. Et le but contre le Pérou est vraiment le type de but que je m'attends de voir face au Chili, c'est-à-dire une équipe qui est très profonde dans le territoire canadien, parce qu'ils veulent absolument faire que les choses arrivent, et en deux passes, on est en mesure de trouver un attaquant. Donc je pense que cette configuration-là de match va bien au Canada, parce qu'on a retrouvé aussi de la confiance défensive. Bombito et Cornelius, ça fonctionne. Crépeau est vraiment une révélation pour la scène internationale. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense qu'on est capable de faire un peu le dos rond. Et une fois qu'on a fait cette étape-là, aller exploiter les espaces qui sont dans le dos des Chiliens. Qui as-tu comme favori pour gagner cette Copa América? Sans trop de Oh non, surprise, les champions du l'Argentine, c'est monde même pas. sont là. Ah non, Ah ouais, hein? c'est même pas drôle à quel point Tant que ça? l'Argentine. Je me permets une mini surprise. Oh, Je vais y aller avec une victoire uruguayenne. l'Uruguay. Ouais, comme Waouh. troisième favori. Pas aimé ce que j'ai vu du Brésil dans son premier match, un verdict Non, nul. effectivement. D'ailleurs, finalement, est-ce que Ronaldinho va se raviser et dire que c'était pas une pub? Non, effectivement, je pense aussi que Ronaldinho se dit que oui, je pense que ça vaut pas la peine de regarder. Quand on a vu la tête de Neymar dans les tribunes aussi, qui comprenait pas trop ce qui se passait, et Ronaldo, le Brésilien, qui a affirmé préférer maintenant le tennis au football, on sent qu'il y a un peu de désamour et indifférence côté de la sélection brésilienne, mais ce 0-0 était tellement loin de ce qu'on doit attendre d'une équipe brésilienne que on peut comprendre cette défiance qu'il y a dans le milieu. Mais pour moi, l'Argentine, trop au-dessus dans tous les secteurs, et le support aussi qu'ils reçoivent. Les matchs sont pleins à craquer, Incroyable. des ambiances vraiment folles. On aurait aimé que ce soit le cas pour tout le reste de la Copa, Oui. mais bon, c'est différentes billetteries et différentes facilités de voyage aux États-Unis qui font que c'est pas pas le même rendu qu'à l'Euro, mais l'Argentine voilà, favori ultime pour cette compétition. Il y a un peu des choix spéciaux. Là. Je veux dire, le match du Canada contre le Pérou était à 18h ici. Kansas City, c'est heure centrale. Donc, c'était à 17h, heure de Kansas City, en plein milieu de semaine. Je veux dire, c'est pas facile. Là, comme... Non, je suis je veux dire, d'accord avec pas tout toi. le monde qui peut Puis après, il travailler y a à la cette question heure-là. de Là. la chaleur et des conditions aussi. Je veux dire, je parle de la billetterie parce que c'est assez cher de s'y rendre, parce que même les coûts de parking sont exorbitants. Mais c'est vrai que les horaires sont pas accommodantes non plus. Donc, voilà. Je pense qu'on va apprendre de tout ça en vue de la Coupe du Monde, mais c'est pas. Hormis l'Argentine où c'est vraiment magnifique ce qu'on voit dans les tribunes, j'aurais aimé un peu plus d'engouement relativement à la compétition. Merci tout le monde d'avoir été là pour ce spécial Planète Foot du podcast Le Combo. Merci à toi, Sid, de t'être joint à la conversation. On va refaire le même exercice à une deuxième reprise pour voir si nos prédictions Euro et Copa América tiennent.
Je pense que dans les deux cas, on devrait avoir là, au moins un taux de réussite assez intéressant pour les équipes qui vont atteindre les finales. Je vous rappelle, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Mise au jeu si ce n'est pas déjà fait. Laissez un commentaire. Laissez-nous vos prédictions pour l'Euro en commentaire sous cet épisode. Et bien sûr, suivez-nous également sur Apple Podcasts, Spotify et toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion. Je vous rappelle, on se fixe un budget. Il y a de l'élément de hasard, même si vous écoutez les conseils d'experts comme Sid. Et ben, on se retrouve lors de ce prochain épisode de spécial Planète Foot du podcast Le Combo. Ciao tout le monde.